Bonsoir à tous et bien sûr merci d'être là. Alors quelques mots pour vous contextualiser cette conférence qui est un peu particulière par rapport aux précédentes parce qu'elle fait partie d'un projet européen qui s'appelle Renversé et que nos conférenciers vont vous présenter. Donc un projet européen qui est donc financé par en partie évidemment par l'Europe, mais également par la communauté française. Il y a des partenaires et nous avons la chance, nous, d'être partenaires qui va permettre de bénéficier des expertises et aussi d'un financement, par exemple, pour soit faire des TP en échelle 1-1. C'est un projet qui va durer 4 ans. Comme vous êtes en troisième et en deuxième, ça veut dire que dans les années qui viennent, vous allez pouvoir bénéficier de ce projet. Entre autres, on va faire des workshops avec de la paille, avec de l'argile. Donc voilà. Donc vous voyez que on va voyager et travailler avec les mains. Pour ce soir, une conférence sur le réemploi. Et c'est la dernière des conférences, évidemment, du cycle de préparation pour le nouveau bâtiment. Et donc, sans plus attendre, je vais céder la parole à nos conférenciers pour qu'ils se présentent et présentent la conférence. Merci. Donc, comme déjà mentionné, on est dans le cadre d'un projet Interreg qui s'appelle Renverser. Renverser, c'est pour rénovation efficiente vers la circularité. Le pointeur ne marche pas, mais c'est pas grave. Alors, voilà, petit bug technique qui continue. Mais... OK. Ouais, la suivante. OK. Du coup, le programme du jour, rapidement présenter le projet. Ensuite, on va passer sur les grands enjeux de l'économie circulaire et du réemploi dans le milieu de la construction, un peu où on en est et quel est l'état de l'économie circulaire dans la construction. Ensuite, la plus grosse partie de la conférence, ce sera sur les différents enjeux du réemploi. On va parler des changements de mentalité, du coût des matériaux de réemploi, des contraintes logistiques pour faire du réemploi. Comment vous, en tant qu'architecte, vous allez pouvoir concevoir pour plus de réemploi, pour en gros que les bâtiments que vous concevez, les matériaux qui sont dedans puissent être facilement démontés pour être ensuite réemployés. Et on va parler aussi de l'importance du dialogue entre les différentes parties prenantes d'un projet de construction. Et puis, en deuxième partie, on fera un rapide tour du paysage du réemploi, donc les ressources d'information qui existent, où est-ce que vous pouvez aller vous renseigner, même aussi trouver des matériaux, et un panorama des plus gros acteurs du réemploi en Belgique et en France, étant donné qu'on est sur un projet Interreg. Interreg, c'est interrégion, donc c'est entre la Belgique et la France. Et on terminera par un petit sondage d'opinion parce que du coup, aujourd'hui, c'est une conférence introductive, mais le but, c'est qu'on en fasse d'autres. Et donc, on va vous demander, en gros, quel sujet vous voudrez voir abordé dans ces futures conférences. Et il y aura aussi un temps pour des questions-réponses, si vous en avez. Rénovation efficiente, donc le projet Renversé, c'est vraiment essayer de prendre en compte tous les différents pans qui ont attrait à la durabilité dans un projet de rénovation, donc que ce soit en termes d'efficacité énergétique, en termes de matériaux bio et géosourcés, en termes de réemploi. C'est vraiment essayer de pousser la rénovation durable et efficiente au maximum. Et dans ce projet, on travaille avec différents acteurs qui sont structurés en 3 publics cibles, l'offre, la demande et tout ce qui a trait aux compétences et à la formation. L'offre, c'est des entreprises de construction, des entrepreneurs qui sont déjà actifs dans le secteur de la construction. La demande, c'est en partie vous, la future maîtrise d'œuvre. Et tout ce qui touche aux compétences, c'est les acteurs de la formation. Donc, c'est le Forum en Belgique et BTP CFA Hauts-de-France pour la partie française. Et donc, pour chacun de ces publics cibles, en fait, on prévoit diverses formations, sensibilisation, workshop, ateliers en fonction de la demande de chacun. Donc, comme déjà mentionné, ici, c'est une conférence, mais dans le cadre du projet de 4 ans, vous pourrez aussi avoir des ateliers, on va dire, sur le terrain. J'ai laissé Oliver se présenter. Du coup, on est dans le projet, Amandine et moi, pour apporter un petit peu l'expertise en circularité et pouvoir justement donner des conférences avec l'expérience derrière qu'il y a du terrain.
Donc moi, je fais partie de l'entreprise Retrival, qui est active depuis 1997 dans les services à l'environnement et particulièrement qui ont besoin d'une haute intensité de main-d'œuvre. On est entreprise d'insertion sociale. Une bonne partie de notre chiffre d'affaires est liée au tri et aux collectes de déchets. Et puis, il y a 10 ans, on a commencé à faire du curage de bâtiments, toujours en maximisant le réemploi. Quand on parle de maximiser le réemploi, on ne fait pas on prend pas une approche qu'on appelle écrémante, c'est-à-dire rentrer dans un bâtiment et ne prendre que les beaux matériaux pour les mettre en filière de réemploi. Donc on fait aussi bien la gestion de déchets que de mettre en filière des matériaux. Et alors la seule chose aussi qu'on ne fait pas, c'est vraiment toucher à la structure du bâtiment. On ne fait pas de démolition lourde, donc on va faire ce qu'on appelle un curage casco. Donc on va dénuder un bâtiment jusqu'au béton. Retrival, c'est aussi les pieds et les bras du Cornormat. Donc, c'est les ouvriers qui font le démontage et la flotte de camions pour faire le transport. Et le Cornormat, c'est un nom commercial pour notre plateforme et notre boutique en ligne de matériaux de réemploi, cornormat.be. Et on est basé à Charleroi. Il y a aussi un bureau d'études, Vescovel. Quand on parle de réemploi, il s'agit surtout de faire les inventaires réemploi dans le bâtiment. Donc, c'est scanner un bâtiment et relever tous les types de matériaux et donner une échelle un potentiel de réemploi pour chacun des matériaux. Et du coup, moi, c'est Amandine, je travaille chez Ressources. Ressources, c'est la Fédération des entreprises d'économie sociale, donc tout ce qui est réinsertion socio-professionnelle, formation, active en économie circulaire. Donc, on a 75 entreprises membres en Wallonie à Bruxelles. Et ce sont des entreprises, enfin, c'est des entreprises de toute taille, mais on a par exemple Oxfam, Terre, Les Petits Riens, Retrival fait partie aussi de la fédération. Toutes les ressourceries aussi font partie de la fédération. Et donc, nous, notre travail, c'est de les appuyer dans leur professionnalisation, de faire du lobbying politique, d'essayer en fait de faire évoluer le secteur. Et dans la fédération, on a différentes filières en fonction des matériaux qui sont réemployés. Et on a notamment une filière matériaux de construction. Et donc, je suis chargée de cette filière-là et aussi de tout ce qui touche au vélo. Donc, on peut passer dans la première partie, l'économie circulaire et réemploi dans la construction. Un petit vocab, c'est juste 2-3 questions pour un peu situer où vous en êtes par rapport au réemploi. Ah oui, on voit. Ou alors, je dis juste oralement. Si tu mets la base, c'est oralement les résultats. Ok, mais donc, on n'arrive pas à retransmettre l'écran, mais en gros, vous êtes la majorité, vous connaissez les grandes lignes, mais vous êtes encore novice. C'est parfait parce qu'aujourd'hui, c'est quand même une introduction et dans les futurs ateliers, conférences, on pourra aller plus loin. On va lancer une seconde question. Donc, combien de tonnes de déchets de construction sont générés chaque année en Europe? Ok. Quoi? Mais on le fera dans la vidéo.
Ok, on vous donnera la réponse après, et on me lance une dernière question, comme ça on voit. La majorité a répondu la réponse 3, donc 385 millions de tonnes. Et voilà, donc, combien de pourcentage de matériaux de construction sont réutilisés à l'heure actuelle en Europe, vous pensez? Ok, donc là, il y a vraiment moitié qui dit 1%, moitié qui dit 5%, même un peu plus qui dit 5%. Du coup, on va vous passer une petite vidéo qui a été réalisée dans le cadre d'un autre projet Interreg et qui, on trouve, synthétise bien en fait tous les enjeux et dans lequel il y a les réponses à ces questions, si on arrive à la lancer. On apprend aussi, on donne pas souvent des conférences en auditoire. One of the most impressive construction feats in history. This is the Great Pyramid of Giza, one of the most impressive construction feats in history. And this is how much building materials Belgium wastes in 1 year. The Netherlands, the UK, France, and the EU. That's right. In spite of high environmental ambitions and advanced recycling technologies, we reduce entire pyramids of building materials to rubble every year, and the amount is continually increasing. For millennia, the main construction material was common sense. Every usable rock, brick, or piece of timber was precious and used and reused as long as possible. In today's cities, a good location has far more value than the building on it. When a building no longer fits its purpose, too often it is demolished and newly built. Investment-wise, this might make sense, but the collateral impact is huge. Most construction materials weigh heavily on the environment. Raw materials are extracted, ecosystems affected, and greenhouse gases emitted throughout production and the entire logistics chain. Recycling only solves part of the problem. It consumes energy too, and most recycled materials have limited applications. Not all types of waste can be recycled. Some of it is incinerated, while another fraction is still landfilled. And yet, it doesn't have to be that way. Preserving and improving existing buildings is certainly the best way to go. But when this is not possible, there is another alternative to straightforward demolition. To carefully dismantle buildings that really need to go, so that their components become available for reuse, not only recycling. The list of materials that can be fully removed and locally refurbished is almost endless. Bricks, natural stone, and timber can be salvaged from small residential buildings, while bigger office buildings can yield doors, glass partitions, sanitary equipment, tiles, metallic profiles, insulation materials, technical equipment.
Applying dismantling more widely means a larger array of reclaimed building materials becomes available. These can be reintegrated in new constructions or refurbishments. As a result, less raw materials are consumed, less waste is produced. Moreover, selective dismantling supports local economy and helps preserve our cultural heritage. Today, only 1% of all building materials are reused. Making that amount grow will require a concerted effort. All stakeholders within the building industry will have a role to play. Erecting buildings that contain the highest possible percentage of reused elements is common sense, as our ancestors have proven. Making this possible again might well be the most impressive construction feat of our age. In any case, it's the way to go. Donc voilà, vous avez vu que c'était bien 385 millions de tonnes et qu'il y a seulement 1% des matériaux de construction à l'heure actuelle qui sont réemployés. Donc il y a de la marge d'amélioration. Et juste pour vous rendre compte, on a ramené du coup ce nombre de 385 millions de tonnes au niveau européen à ce que ça représente par un habitant, quoi. Et donc c'est par an, par habitant de l'Europe, 850 kilos de déchets de construction. Et pour comparer, chaque personne en France et en Belgique, c'est plus ou moins la même chose, génère 520 kilos de déchets ménagers assimilés. Donc, c'est vraiment tout ce que vous jetez, que ce soit au parc à conteneurs, que ce soit devant votre porte, etc. C'est 520. Et à ça, il faut rajouter 850 kilos de déchets de construction. Et il y a encore d'autres déchets industriels qui ne sont pas repris là-dedans. Donc, c'est vraiment pour se rendre compte de ce que ça représente et du défi qu'il y a par rapport à ça. Donc le secteur de la construction, ça génère des déchets, mais c'est aussi de la consommation d'eau, de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est un secteur qui pèse lourd. Après, d'une certaine façon, c'est un secteur où c'est normal qu'ils soient importants, étant donné que les bâtiments, on vit dedans, on travaille dedans et tout. Donc voilà. Là, c'est juste pour remettre en contexte, la construction durable, ça peut être plein de choses et c'est plutôt une addition de différentes logiques. Donc, ça peut reprendre des démarches low-tech. Ça peut reprendre aussi tout ce qui est lié au slow heat. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est le fait de chauffer les corps plutôt que de chauffer les bâtiments. Il y a un projet de recherche qui a été terminé là-dessus et je vous invite à aller sur leur site. Il y a pas mal de chouettes choses. Il y a l'efficacité énergétique. Il y a tout ce qui touche aux écomatériaux, qu'ils soient bio ou géosourcés. Il y a la résilience, l'adaptation des bâtiments au changement climatique, donc tout ce qu'on voit pour essayer de contrer la surchauffe qui se met en place. Et finalement, il y a tout ce qui touche à l'économie circulaire. Et en fait, au sein de l'économie circulaire, le réemploi, c'est une des logiques, mais ce n'est pas la première logique. En fait, on peut mettre ça en parallèle avec l'échelle de Lansing, qui est une échelle de priorisation dans la gestion des déchets. Et la logique la plus importante à suivre, c'est la logique de prévention, c'est se dire, je vais pas créer de déchets. Et donc là-dedans, le réemploi fait partie de cette logique. Mais encore avant lui, il y a tout ce qui touche au fait de maintenir les bâtiments existants, de les entretenir, de les réparer, d'essayer d'adapter leurs fonctions plutôt que de les démolir. Et seulement quand c'est pas possible, alors on peut rentrer dans les logiques de déconstruction, de démantèlement et avoir des matériaux de réemploi qui pourront être remis dans des bâtiments. Mais on va dire la boucle la plus courte en économie circulaire dans la construction, c'est maintenir le bâti existant et travailler avec le bâti tel qu'il est en essayant de le modifier en fonction des besoins. Ici, c'est une slide qui représente la chaîne de valeur du réemploi pour que vous puissiez vous rendre compte de toutes les étapes qu'il y a derrière. Quand vous achetez un matériau de réemploi, par exemple chez Retrival dans le corner mat ou dans une matériothèque ou autre, en fait, il y a beaucoup d'étapes préalables. Donc, premièrement, on commence avec un inventaire d'un bâtiment. Donc, c'est-à-dire un inventaire réemploi, ça va repérer tous les matériaux composants qui ont un potentiel de réemploi et qu'il faudrait démanteler pour être justement insérés dans cette chaîne de valeur du réemploi. Ensuite, il y a toutes les étapes de déconstruction, de reconditionnement. Donc, il faut souvent remettre les matériaux sur des palettes, les repalettiser, les reconditionner. Ensuite, il y a le transport de ces matériaux jusqu'à un lieu de stockage physique. Puis il y a toutes les activités liées à la vente, parce que c'est pas parce que le matériau arrive dans un lieu physique que c'est OK. Il faut encore le mettre en ligne, le mettre en rayon, faire la communication autour par exemple autour du corner mat ou d'autres plateformes physiques. Puis seulement, il y a des gens qui viennent acheter le matériau et puis après, il faut encore qu'il soit remis en œuvre. Donc,
il faut vraiment se rendre compte que chaque étape de cette chaîne de valeur est essentielle pour que le matériau soit vraiment réemployé, mais que du coup, que chacune de ces étapes, c'est aussi du temps de travail, ça demande des inputs, que ce soit des camions, enfin des lieux de stockage, etc. Donc, ça a un coût. Et donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent être réemployées, mais tous les matériaux qui peuvent être réemployés ne parviennent pas à atteindre, enfin, à créer un équilibre économique le long de toute la chaîne de valeur. Or, si on veut que le réemploi continue, il faut qu'il y ait un équilibre économique. Et alors, rapidement, les différentes facettes du réemploi. Il y a soit du réemploi in situ. Ça, c'est quand vous avez un bâtiment que vous déconstruisez et vous réemployez les matériaux que vous avez déconstruits directement dans ce bâtiment-là, dans sa rénovation. Donc, le matériau reste sur le même site. D'un point de vue environnemental, c'est le mieux parce que du coup, il n'y a pas de transport, etc. Mais en général, je veux dire, le nouveau bâtiment n'a pas toujours le même besoin en termes de matériaux et donc, on n'arrive pas du tout toujours à réinjecter les matériaux dans ce bâtiment-là. L'autre solution, c'est le réemploi ex situ. Donc là, on démonte sur un site, un chantier A, et les matériaux vont ailleurs. Soit ils peuvent partir en flux tendu sur un autre chantier. Donc, je démonte sur un chantier A, hop, mon matériau part sur un chantier de construction, de rénovation, chantier B, sans passer par une quelconque plateforme de revente ou autre. Ça aussi, ça peut être, entre guillemets, c'est positif parce qu'il y a moins de transport peut-être, un stockage plus court, mais il faut que les plannings des deux chantiers correspondent exactement. Il faut avoir la possibilité de faire du stockage temporaire sur un chantier ou sur l'autre. Donc, il y a aussi beaucoup de contraintes techniques qui parfois empêchent le réemploi en flux tendu. Et donc, il y a aussi tout ce qui est mise en filière. Et donc là, c'est par exemple des plateformes physiques, des cornermats, des rotors en Belgique. Il y a le ZERM en France. Enfin, voilà, des magasins de matériaux de réemploi où du coup, les matériaux de réemploi sont remis en vente quasi comme des matériaux neufs. Donc voilà pour la petite intro pour un peu resituer le réemploi. Maintenant, on va pouvoir plonger un peu plus dans les différents grands enjeux du réemploi. Et au final, pourquoi est-ce que c'est que 1% et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour essayer d'augmenter ça? Premièrement, donc un changement dans les mentalités. Donc ça a déjà été un peu abordé dans la vidéo, mais donc il faut vraiment se rendre compte qu'avant, le réemploi, c'était la norme, c'était juste le bon sens et ça se faisait juste par économie de ressources, enfin voilà, c'était la norme. Et en fait, c'était la norme jusqu'au milieu du XXe siècle. Puis au milieu du XXe siècle, il y a eu l'apparition de la mécanisation, le coût de la main-d'œuvre a augmenté. Et donc, de ce fait-là, c'est devenu beaucoup moins rentable de faire du réemploi. Et donc, au lieu de déconstruire et de réemployer, on a commencé à détruire les bâtiments. Et de là, ça s'est complètement perdu. Et actuellement, on voit que ça revient un tout petit peu avec ce fameux 1%. Et ça revient pourquoi? Pour des questions environnementales, des questions d'épuisement des ressources. Mais pour l'instant, ça reste une démarche qui est, on va dire, minoritaire, quoi. Alors qu'avant, c'était vraiment la norme. Donc ça, c'est quelques exemples. Donc là, on est en 1879 et donc on voit, je pense que c'est une ville, oui, c'est ça, Bourg-Messe-et-Échevin, qui vendent un bâtiment pour démolition. Donc les gens achetaient les bâtiments à démolir parce qu'en fait, ils achetaient les matériaux qu'il y avait dedans. Donc c'était une toute autre mentalité. Ça, c'est une démolition, donc plutôt une déconstruction en 1928, où du coup, on voit à l'époque, tous les matériaux sont vraiment triés par différents flux. On voit bien qu'il n'y a pas une grosse machine ou autre qui est en train de taper le bâtiment au sol. C'est vraiment déconstruit petit à petit. Et ça, c'est juste un extrait d'un journal où il est clairement mis au-dessus. Le coût de la main-d'œuvre fait que depuis quelque temps, c'est plus profitable de faire du réemploi des briques, de les démonter et de les réemployer. Au-delà donc de cette évolution par rapport à avant, il y a aussi les mentalités actuelles. Donc on est quand même dans une société où de surconsommation et on est de plus en plus habitué à consommer en ligne. Et en fait, on est habitué à avoir accès à une offre super large de produits. On peut avoir des milliers, voire sûrement même des millions de références de carrelage différents sur Internet. On peut se faire livrer limite le lendemain ce qu'on veut. Enfin, on est vraiment dans cette mentalité de un peu tout de suite et ce qu'on veut. Même il y a des tendances phase éco, donc les tendances changent très vite, etc. Au niveau esthétique, on est plus quand même dans l'uniformité. Enfin, voilà, voilà. Et à côté de ça, on a les caractéristiques du réemploi qui sont parfois opposées à ces tendances, parce que le réemploi, en fait, c'est une offre qui est variable. C'est un choix qui est limité parce qu'on ne sait pas ce qu'on va avoir. Ça dépend en fait des bâtiments qui sont déconstruits, démolis.
il y a aussi des croyances entre guillemets, le réemploi à seconde main, c'est moins bien. Il y a eu le cas d'un bâtiment, donc d'un bailleur de logements sociaux qui a rénové des logements sociaux en poussant la dynamique du réemploi, donc en faisant vraiment beaucoup de réemploi. Et au moment où les locataires sociaux sont rentrés dans ce bâtiment, dans leurs appartements, ils avaient un petit fascicule qui expliquait comment fonctionnaient les appareils, voilà. Et il était aussi, il y avait aussi la mention de, dans votre appartement, il y a eu tel et tel matériau qui sont de réemploi. Et en fait, au final, les gens se sont sentis, on n'a pas beaucoup de moyens, on nous met des vieux trucs. Alors qu'en fait, ça demandait beaucoup plus d'efforts de faire du réemploi que on va dire, de s'approvisionner de manière normale. Et donc, il y a aussi un changement de mentalité à ce niveau-là d'essayer de dire que le réemploi, c'est pas forcément des vieux trucs et des trucs moins bien. Il y a aussi le fait que pour trouver le matériau qui convient, c'est plus difficile à trouver. Il y a les questions de garantie, de prix. Donc voilà, il y a aussi toutes ces mentalités-là et un peu le clash entre les mentalités actuelles et les caractéristiques du réemploi qu'il faut essayer de changer et de résoudre. Ça, c'est des exemples concrets de la rénovation des bâtiments de Retrieval. Ils ont voulu réemployer les robinets pour les sanitaires. Et au moment de les installer, la vanne ne fonctionnait pas. Et donc, directement, le plombier a dit « Ah, mais c'est plus bon, il faut jeter, il faut jeter ». Et en fait, ils ont creusé, c'était juste une toute petite pile à changer. Et en fait, en changeant ça, tout fonctionnait très bien. Mais les mentalités sont fortes en mode « C'est pas bon, on jette ». Et parfois, il suffit de creuser un peu et ça fonctionne. Même chose pour les prises électriques, ils les ont placées à l'horizontale plutôt qu'à la verticale. Et l'électricien ne voulait pas les placer dans ce sens-là, en disant « Mais non, il y a une norme, il y a une loi qui dit que ça doit être placé de manière verticale. » Mais en fait, non. Et donc, ils ont eu toutes les peines du monde à les faire placer comme ça. Ils y sont arrivés et apparemment, il n'y a pas de loi qui dit que ça doit être mis vertical. Mais donc, c'est tout des toutes petites choses, mais qui peuvent à chaque étape parfois bloquer une logique de réemploi. Donc, il faut changer les mentalités. Et alors, pourquoi faire du réemploi? Ça a aussi été évoqué dans la vidéo. Argument environnemental, on voit ici l'impact environnemental modélisé sur totem d'une brique. Le plus à gauche, c'est une brique neuve. Ensuite, c'est une brique en réemploi ex situ, donc changement de lieu. Une brique réemploi in situ et une brique qui est juste maintenue dans le bâtiment. Donc, on voit vraiment la différence d'impact environnemental que ça crée. En termes d'emploi, tout ce qui est réemploi génère beaucoup plus d'activités que, par exemple, la mise en décharge, l'incinération ou autre des déchets. Donc, ça permet de créer des emplois locaux, non délocalisables, souvent du travail en réinsertion socio-professionnelle. Et puis, l'argument culturel au niveau du patrimoine, ça permet de conserver le patrimoine, de conserver des savoir-faire. Donc, chacun peut être sensible à un ou plusieurs des arguments qui sont cités ici. Du coup, je te laisse la parole. Merci. Mais du coup, la question qui est souvent posée, c'est le coût du réemploi. Qu'est-ce que ça coûte? Parce que certains viennent acheter des matériaux de réemploi parce qu'ils disent que c'est d'office moins cher. D'autres vous diront que non, en fait, le réemploi, c'est plus cher. Vous pouvez l'imaginer et on va creuser un peu plus cette question-là. Mais retirer un matériau d'un bâtiment, le remettre sur palette, le nettoyer, le référencer, le mettre en ligne, le vendre, le transporter, ça demande beaucoup d'efforts et qui dit beaucoup d'efforts dit aussi demande pas mal d'argent. Donc grâce à Cycle Up, ils ont fait une étude qui est sortie en 2023. Je vais vous résumer ici. On y voit un peu plus clair. En gros, l'étude de Cycle Up, elle a défini quelques grandes lignes, quelques grandes hypothèses. Donc le réemploi direct et indirect. Direct, c'est je démonte moi-même, je stocke, je remets en œuvre. Indirect, c'est je vais sur une boutique de matériaux de réemploi et puis je mets en œuvre. Et ils ont comparé ça à trois gammes de prix, bas, moyen et neuf, sur 21 familles. Et alors, il y a 4 grandes catégories de coûts. Soit le coût du démontage, qui est mis en parallèle avec le coût acheté sur une plateforme. Ensuite, tout ce qui est préparation et réemploi, transport et stockage, et puis le coût de la pose, qui est presque systématiquement le même quand on remet en œuvre un matériau, qu'il soit de réemploi ou pas, c'est le même prix.
évidemment, c'est des résultats à prendre avec des pincettes. C'est dans un certain contexte, c'est dans la région de Paris. Et c'est avec, disons, le filtre Cycle Up qui est une structure. Il y a autant de façons de faire du réemploi actuellement que d'acteurs. Donc, voilà. Alors, premier grand enseignement. En moyenne, les réemplois, ça coûte environ le même prix. Si on prend une de leurs conclusions, c'est que si on prend, est-ce que ce pointeur fonctionne? On voit pas très bien. Si on prend la moyenne du réemploi direct et indirect et qu'on le compare au bas de gamme et au milieu de gamme, il y a environ 5% en moins sur le prix, 5% moins cher, mais c'est très peu et il y a quand même une certaine marge d'erreur. On voit aussi que, enfin non, je vais parler de ça juste après. On voit aussi du coup forcément les matériaux haut de gamme, ça coûte cher. Et donc réemployer des matériaux haut de gamme, le prix de la dépose sélective, au final, il est le même, que ce soit un beau matériau ou un matériau pas cher. Donc ça peut générer une plus grande rentabilité économique, par exemple pour le patrimoine comme Amandine le citait. Mais par contre, quand on a une chaise comme ça qui est plutôt milieu ou bas de gamme à 25 €, par rapport à un crochet fait par un designer à 1300 € le crochet, on n'a pas le même impact environnemental non plus. Parce que des crochets comme ça, il n'y en a pas 1000. Des chaises comme ça, je peux vous dire qu'il y en a beaucoup plus. Donc voilà, ça à mettre en corrélation. Les deux sont à mettre en corrélation. Déconnexion du pointeur. Alors, aussi, forcément, ça dépend du type de matériau. Ça dépend du type de matériau. Donc, on a toujours, regardez bien, il est où mon pointeur? Regardez bien, les deux premières colonnes, c'est le coût du réemploi, et les trois autres colonnes, c'est bas, moyen et haut de gamme. Donc, on voit bien, charpente en bois, plus cher, robinetterie, vachement moins cher, chemin de câble, bien moins cher aussi, briques pleines, équivalent, si pas plus cher, parce que pour avoir des belles briques comme ça, c'est pas souvent qu'on met des briques vraiment de haute qualité. Voilà, tout ça, c'est pour montrer qu'en fait, ça dépend du matériau. Un chemin de câble comme ça, c'est souvent en inox, ça ne se dégrade pas. Il faut pas le nettoyer, contrairement peut-être à une charpente en bois où il y aura des tonnes de clous dedans qu'on va devoir retirer. Donc ça dépend fortement du matériau. Il y a aussi d'autres matériaux qui se dégradent plus facilement avec le temps. Pour prendre l'exemple de la brique pleine, démonter un mur brique par brique, c'est autre chose que de le péter. Et ensuite, brosser tout le mortier de la brique, ça demande aussi beaucoup d'efforts. Vous le voyez d'ailleurs, le gros pavé jaune, c'est reconditionnement et préparation au réemploi. Donc voilà, ça dépend vraiment du type de matériau. Un deuxième message qu'ils envoient, c'est qu'il y a une règle des 60% pour le neuf ou pour les emplois. Et en fait, cette règle de 60%, elle nous dit que pour les matériaux neufs, 60% du coût est déterminé généralement par le prix des matières premières. Et donc sujet à la volatilité des coûts. On l'a vu avec le Covid et tout l'arrêt de l'économie mondiale. Les matériaux ont franchement explosé, doublé, triplé, quadruplé de prix. Donc c'est des choses à prendre en compte sur comment on construit demain. Et alors, on retrouve ce même 60% chez le réemploi, mais lié à la main d'œuvre cette fois-ci. Et donc, ça envoie en fait les matériaux neufs et les matériaux de réemploi complètement dans deux dynamiques différentes. 2 tiers du coût de cette main-d'œuvre est lié au reconditionnement. Mais du coup, en fait, aujourd'hui, les matériaux de réemploi sont désavantagés parce que la main-d'œuvre en Belgique ou en France, elle est élevée et le prix des matériaux, même s'il est plus élevé que jamais, il est encore trop bas, notamment parce que les matériaux, au final, les matériaux neufs, leur prix n'est pas un reflet de leur impact environnemental. Et donc, disons que pour le réemploi, c'est un inconvénient actuellement, mais à tourner à notre avantage parce qu'on voit que avec 60% de main-d'œuvre dans le prix des matériaux de réemploi,
c'est une opportunité justement pour créer de l'emploi et pour se désolidariser de l'économie mondiale qui peut être assez fluctuante. Du coup, pour résumer un peu les questions sur le coût des matériaux de réemploi, donc, ils sont en moyenne équivalents. On ne va pas dire que c'est beaucoup moins cher ou beaucoup plus cher. Le rapport entre les deux dépend fortement de la qualité du matériau et du type de matériau qu'on va mettre en œuvre. Et alors, le réemploi rentre dans une autre dynamique, comme je viens de le dire. C'est un avantage pour créer de l'emploi non délocalisable et faire valoir le coût environnemental dans la balance. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus du coup des contraintes logistiques auxquelles on fait face. Nous, Retrieval, on est principalement des constructeurs, donc je veux fort donner cet aspect-là. Il y a d'autres contraintes logistiques au réemploi qui sont en dehors du chantier, mais voilà. Voici un grand schéma bien compliqué que je ne vais pas vous détailler, mais en gros, c'est un schéma de flux de tous les matériaux de réemploi chez Retrieval. Donc au centre, au cœur de la slide, on a le bâtiment avec un étage supérieur et le rez-de-chaussée. Et alors d'un côté, on a démolition, les déchets, et alors déconstruction. Donc tout ce qui est réemploi, c'est les carrés noirs, tout ce qui est déchets, c'est les carrés vides. Une fois que les matériaux déjà, ils doivent être sortis. Pardon, je vais faire d'abord le global. Une fois que les matériaux sortent, soit ils vont dans les ateliers pour être reconditionnés et finissent à nouveau dans un bâtiment. Les déchets, eux, peuvent aller en centre de traitement. Et le schéma global, c'est peut-être juste pour montrer que il n'y a pas que les matériaux qui sortent du chantier. On peut aussi prendre les surstocks d'entreprises générales, écarter des matériaux dans des centres de tri et de valorisation, ou alors chez des fabricants quand il y a des erreurs de commande, ou dans des centres de recyclage, quoi. Donc voilà. Si on se concentre que sur le bâtiment et les contraintes logistiques au sein d'un chantier, on a d'abord la déconstruction, forcément. Une fois qu'on l'a déconstruit, il va falloir ramener tous les matériaux dans une zone de stockage temporaire qui n'est pas toujours facile à définir, surtout qu'il y a aussi des déchets et il y a aussi une zone de travail. Et ensuite, d'un étage, il va falloir les ramener au rez-de-chaussée et éventuellement stocker certains à l'extérieur, mais il y a peu de matériaux qui peuvent survivre aux intempéries extérieures. Une fois sur deux, ça fonctionne. Alors, mais donc les contraintes logistiques verticales, comment est-ce qu'on fait avec les déchets quand on a un grand bâtiment ? C'est simple, on suspend un conteneur au 10e étage, on balance tous les déchets dans le conteneur et on descend ça au sol. Ça se passe réellement comme ça, hein. Surtout dans les grands bâtiments, dans les grandes villes. Et vous voyez même ici qu'il y a une machine qui est mise pour travailler à cette hauteur-là. Et donc ça, c'est sur un de nos chantiers, la photo d'un de nos gars qui prend la photo du conteneur pour nous dire, voilà, encore un autre conteneur de... je pourrais pas dire, tiens, c'est pas de plâtre, peut-être d'isolant, je ne sais pas. Quand il y a pas cette solution-là, qu'est-ce qu'on fait avec les matériaux de réemploi ? On va installer un lift de chantier, ou alors peut-être qu'il y a un ascenseur, mais souvent c'est des ascenseurs de personnel. Donc sur un autre chantier à Laken, on n'avait que cet ascenseur-là, un petit ascenseur, et il fallait sortir des radiateurs qui font quasiment 2 mètres en fonte, très lourds. Notre preneur, en fait, il reprend les éléments, rien que les radiateurs en fonte, et il valorise élément par élément. Il démonte tous les radiateurs, il teste la pression et il remonte des radiateurs. Donc nous, qu'est-ce qu'on fait ? On essaie de trouver une manière pour sacrifier le moins d'éléments possible et quand même de passer le radiateur dans l'ascenseur, quoi. Donc on va aller briser le radiateur en essayant de briser qu'un seul élément. Et alors, quand on installe un lift chantier, on a souvent des engins sur roulette et à chaque fois, il y a une stupide marche en chemin et du coup, on ne sait rien faire. Attention à la marche, ça mène sur le sujet suivant de la présentation. Sujet suivant de la présentation, c'est la logistique horizontale. Donc, quand on a plusieurs tonnes de verre, de cloisons vitrées à descendre d'un bâtiment, on les met sur chariot.
D'ailleurs, ça, c'est pas une bonne manière de mettre les parois vitrées sur chariot. Le chariot est trop faible et le sanglage n'est pas correct. Mais pour d'autres matériaux, on va utiliser un diable ou un chariot porte-panneau. Et en fait, régulièrement, il y a des faux planchers, il y a un certain nombre de crasses qui sont générées sur le chantier, il y a des câbles au sol, donc vous imaginez faire rouler ce genre de choses sur des sols comme ça avec des irrégularités, c'est une certaine contrainte logistique. Ça, c'est le résultat à la fin. Donc, je vous disais, on fait un casco, on dénude jusqu'au béton. Bon voilà, c'est presque trop balayé, ça c'est presque trop propre, mais ça c'est le résultat final. Ça, ce serait l'idéal, disons, pour transporter les matériaux. Ce qui vous fait dire assez logiquement qu'une porte du 12e n'équivaut pas à une porte du rez-de-chaussée. Voilà, c'est pas le même prix, c'est pas le même prix. Voilà, donc pour l'horizontalité, planité des surfaces et propreté. Éviter les marches, les obstacles. Aussi, on n'a pas toujours des grands plateaux de bureaux comme ça. Des fois, c'est que des logements avec plein de murs. Alors, le stockage chantier. Donc, en parallèle de la gestion de déchets, qu'il faut zoner dans une partie du chantier pour mettre dans le conteneur, il faut stocker les portes. Stocker les matériaux dans un coin pour pas qu'ils soient abîmés lorsqu'on continue de travailler, ou même les autres. Donc, mettre les portes comme ça ne va pas parce qu'elles s'appuient l'une contre l'autre et au final les clinches s'enfoncent et abîment les portes. On peut les mettre justement, les empiler comme ça, mais alors dès qu'il y a un élément qui dépasse, on va vite tordre la porte. L'idéal, mais bon, ça c'est en entrepôt, c'est de stocker les matériaux comme ça. Mais vous réalisez bien que c'est pas une mince affaire. Autre chose, on a beau protéger, par exemple, des panneaux en extérieur, il y a toujours l'humidité qui parvient à s'infiltrer quelque part et à rendre les panneaux moisis. On n'a aussi pas toujours les bons emballages ou les bons contenants pour les matériaux. Donc, les ouvriers ont bien fait de rassembler les stores à cet endroit-là, mais idéalement, il faudrait vraiment les poser dans les contenants appropriés pour qu'on soit sûr qu'à la fin, les matériaux soient vraiment propres, fonctionnels, complets quand ils sont mis en vente. Autre problème, mais bon, ça, c'est pas que lié au réemploi. Ici, on voit qu'on est à l'extérieur et on voit un grand cubi plein de câbles et de cuivre et ça se fait très, très vite voler. Donc voilà, fermer le chantier, c'est difficile aussi. Donc on manque très très souvent de place et de moyens pour conditionner les matériaux pour qu'ils puissent être transportés. Voilà, d'autres exemples. Ici, c'est peut-être l'exemple à mettre en œuvre, c'est qu'en fait, on n'a pas, face à un matériau neuf, une porte, par exemple, quand vous allez l'acheter, ou un sanitaire, on va prendre l'exemple du sanitaire, c'est pour ça que j'ai mis la photo, vous le recevez comme ça dans une belle boîte en carton avec des coins qui les protègent. Et en fait, on n'a pas le temps, on n'a pas le moyen d'emballer correctement aussi proprement les matériaux. On n'a pas de palettiseur automatique, on n'a pas la place pour mettre ça. Et aussi, on n'a pas des machines. En fait, faire ça avec des machines, on pète tous les matériaux. Donc, il faut tout faire à la main. Il faut avoir le temps et la place de tout stocker. Donc, voilà, c'est toutes des contraintes auxquelles on fait face pour rendre le réemploi attractif. Et comme je l'ai déjà cité, la main-d'œuvre actuellement est encore peu compétitive face à l'emploi de machines. Je vais passer la parole à Amandine pour qu'elle vous parle de la conception. Oui, du coup, vous, en tant que futur architecte, il y a des choses dans la conception, dans la manière dont vous concevez les bâtiments qui peuvent être réalisés pour essayer de faire augmenter le réemploi. Donc, vous pouvez concevoir pour la réversibilité. Et il y a deux types de réversibilité. Il y a la réversibilité spatiale et la réversibilité technique. La réversibilité spatiale, c'est de concevoir un bâtiment pour qu'il puisse s'adapter à différents usages, différents scénarios. Donc, c'est par exemple si vous construisez, si vous concevez un bâtiment de logement avec, c'est un immeuble et c'est qu'à un étage, ça puisse être par exemple 2 appartements 4 chambres ou 3 appartements 2 chambres ou un appartement 6 chambres ou 2 studios. Enfin voilà.
que l'usage puisse vraiment s'adapter aux besoins et donc avoir des cloisons amovibles. Enfin, il y a plein de logiques dans la réversibilité spatiale. On n'a pas le temps de rentrer dans le détail aujourd'hui sur ça, mais ça pourrait être un sujet d'une future conférence. Et à côté de ça, il y a aussi la réversibilité technique. Et la réversibilité technique, c'est vraiment choisir les types de connexions, choisir des matériaux pour que vous puissiez pour que un déconstructeur puisse facilement retirer les matériaux en les abîmant le moins possible quand le bâtiment est arrivé en fin de vie. Donc ça, c'est deux grands principes de la réversibilité. Je vais plus m'attarder aujourd'hui sur la réversibilité technique. La réversibilité technique, c'est vraiment le choix des connexions entre les différents éléments. Et donc, si vous voulez favoriser le réemploi, il va toujours falloir essayer de créer des connexions sèches, accessibles et réversibles. Et donc, vous avez ici un tableau qui reprend différentes façons d'assembler des matériaux, des composants entre eux. Et donc, au plus sévère, au mieux c'est. Et donc, on va préférer des systèmes de clipsage, d'emboîtage, de pose flottante. Ça, c'est vraiment le top parce que c'est hyper facile à retirer en fait par après. Si c'est pas possible, on peut aussi se dire, OK, on va utiliser des boulons, des vis, parce que ça aussi, c'est facile. On sait facilement déboulonner, on peut dévisser. Voilà. Après, on arrive dans tout ce qui est clou, agrafe. OK, on s'est retiré, mais c'est déjà un peu plus galère. Et après, on arrive dans tout ce qui est assemblage humide, donc les mortiers, les colles. Tout ça, c'est entre guillemets ce qu'il faut éviter si on veut assurer un réemploi dans la suite du bâtiment. Donc ça, c'est sur le choix des connexions. Ça, c'est quelques exemples. Donc, il y a un projet qui s'appelle BRIC, Build Reversible in Conception. C'est un projet qui a été fait par l'EFP, qui est un organisme de formation au métier de la construction qui est situé à Bruxelles. Et donc, ils ont fait ça sur plusieurs années. Et donc, c'est un bâtiment où ils ont vraiment poussé les logiques de réversibilité au maximum en se disant, OK, ce bâtiment, chaque année, on va le démonter. Et l'année d'après, les étudiants vont le remonter pour un autre usage. Et donc, ils ont fait 3 fois ça. Je pense la première fois, c'était une classe de cours. Une fois, ça a été un studio pour faire des enregistrements de podcasts. Enfin, il y a vraiment eu des usages très différents. Et donc, ils ont poussé cette logique-là à fond. Et si vous êtes intéressé, je vous invite à aller... vous aurez la présentation, vous aurez les liens. Il y a des vidéos explicatives qui présentent tout le projet. Mais donc là, c'est par exemple, quand déjà on voit les pieux de fondation pour le bâtiment, ils ont fonctionné avec des vis. Et donc, en fait, même les fondations, ils savent les retirer. Et voilà, pas de dégâts sur l'environnement, pas de bétonisation, rien. Ils retirent et puis... Voilà. Le plancher, il est connecté aux fondations avec un système d'équerre et de boulons. Donc voilà, il le retire aussi tout simplement. Le revêtement de façade, il est fixé à la façade avec l'intermédiaire d'un lattice, donc ils savent aussi le retirer facilement. Et alors, beaucoup de la structure était en bois. Ils ont fonctionné avec tous des emboîtements, tenons mortaises ou d'autres types d'emboîtements, mais donc en essayant vraiment de même pas utiliser de vis ou de boulons ou autre. Et donc voilà, ce bâtiment, ils l'ont fait 3 années, ils l'ont pas fait une 4e année parce qu'ils tenaient plus debout. Je crois juste qu'ils avaient peut-être plus les financements pour continuer, mais les matériaux étaient encore en bon état et voilà. Donc, comme quoi, il y a moyen de le faire et d'aller vraiment très loin. Il y a aussi il y a des entreprises qui proposent maintenant aussi différents systèmes. Donc ça, c'est un système de briques qui n'a pas besoin de mortier, c'est des clics. Et donc après, on sait démonter le bâtiment et juste récupérer les briques hyper facilement. Les modes, c'est des modules qui sont faits avec du bois. Je pense que c'est du bois au maximum de réemploi. Et c'est des modules qui peuvent être faits pour faire plein d'agencements plutôt intérieurs dans des salons, pour des salons, ou même ça peut faire des modules de bureaux intérieurs. Donc, dans un grand entrepôt, on peut construire un petit bureau avec ce système-là qui est totalement réversible aussi. Là, on voit pour les câbles d'électricité, on peut penser à des systèmes comme ça plutôt que de faire des saignées, mettre ces câbles dans les murs, replâtrer et voilà. Enfin, très dur à retirer ou même à modifier. Et le projet module 1 et 2, c'est un peu un même type que le projet BRIC. Ça a juste été fait par un autre organisme. Et donc, ils ont aussi démonté et remonté plusieurs fois le bâtiment. Et alors, un autre point, donc c'est vraiment une introduction à la conception pour le réemploi. Il y a moyen d'aller plus loin d'ailleurs. Vous verrez aussi dans les liens, parce que je sais que vous avez un projet de conception d'un futur bâtiment ici. Bruxelles Environnement a fait tout un guide sur la conception réversible avec une checklist pour les personnes les architectes,
pour en fait que vous puissiez au fur et à mesure du projet cocher oui, non. Enfin, c'est une espèce de guide qui vous dit OK, vous êtes dans le bon par rapport à la réversibilité. Est-ce que vous avez pensé à ça, à ça? Et donc, ça, vous pouvez aussi utiliser dans vos projets. Mais de manière générale, concevoir pour le réemploi, c'est au final changer sa mentalité et c'est se dire aussi, il faut plutôt travailler avec, par exemple, des fourchettes de dimensions. On peut pas se dire, dans mon bâtiment futur, je veux un carrelage de 10/10 de teinte verte, aspect mat, parce que dans ma conception, c'est comme ça que je l'ai vu. Parce qu'en fait, le marché du réemploi, il est pas prévisible. Donc, vous allez devoir fonctionner avec les matériaux qui seront disponibles à ce moment-là. Et donc, ça demande au moment de la conception de garder une certaine ouverture, que ce soit dans les dimensions, mais que ce soit aussi dans les choix des couleurs, etc. Au lieu de dire, je veux quelque chose de vert, c'est dans cette pièce-là, j'aimerais plutôt que ce qui est au sol soit plutôt dans les teintes claires. Et après, on voit en fonction. Et il faut être il faut pousser la créativité aussi parce que vous avez peut-être pas trouvé, vous avez besoin de 100 mètres carrés, vous n'avez peut-être pas trouvé 100 mètres carrés d'exactement du matériau que vous voulez. Donc voilà. Et là, c'est deux exemples. Donc le premier, c'est un carrelage. Enfin, c'est fait notamment par Rotor, où ils ont plein d'éclats en fait de carrelage de réemploi parce qu'au moment où ils les ont nettoyés, ils ont cassé. Et voilà, ils se sont dit, mais on sait quand même faire quelque chose avec, on le fait. Et enfin, ça, c'est des goûts, mais moi, je trouve que ça donne bien. Ça, c'est un autre projet où c'est un projet à Bruxelles où en fait, ils ont voulu mettre des châssis et des fenêtres de réemploi, sauf qu'au moment de déposer le permis, ils ne savaient pas les dimensions exactes des fenêtres. Et donc, ils ont remis un permis avec des pointillés sur la façade en disant, ben, les fenêtres, ce sera entre cette dimension-là et cette dimension-là, parce qu'on ne les connaît pas encore exactement. Et c'est passé. Et au final, ils ont même pu mettre une des fenêtres, là, l'arrondi, ils l'ont mis à l'envers, au final, ce qui d'habitude ne passe pas toujours. Mais donc, comme quoi, il y a moyen de fonctionner comme ça. Et ça peut être aussi accepté du côté, on va dire, légal, permis, etc., etc. Ça, c'est un projet. Donc, c'était un centre d'expo automobile qui a été construit en 2005 par un menuisier indépendant à Moucron. Et c'est un projet de déconstruction de Retrieval cette année, qui a été réalisé en 2021. Et en fait, l'ensemble du bâtiment avait été justement conçu par emboîtage des matériaux en bois, enfin des poutres, etc., etc. Et donc, le démontage a été assez aisé et ils ont pu récupérer 95% des matériaux ont pu être déposés proprement sans être abîmés grâce justement à ce système de connexion. Donc, ça a vraiment un impact. Et du coup, ce bâtiment a été démonté. Il va être remonté pour devenir un théâtre à Marchand. Et ce qui est hyper intéressant dans ce projet aussi, c'est qu'au final, le théâtre à Marchand, c'est un partenariat public-privé dans lequel du coup la commune est impliquée. Et la commune s'est vraiment impliquée dans le chantier. Donc, il y a quelqu'un de la commune, de la partie logistique de la commune, qui est venu sur le chantier de déconstruction, qui a aidé à emballer les matériaux, etc., etc. Les matériaux ont été transportés et stockés dans un local de la commune. Donc, il y a vraiment un dialogue et une connexion entre les différentes parties prenantes du projet. Et je vous dis ça parce que c'est un des enjeux, c'est que quand on veut faire du réemploi, le dialogue entre les différentes parties prenantes est vraiment important et est nécessaire et doit être accru parce qu'en fait, il y a toute cette imprévisibilité du réemploi qui demande en fait de faire des allers-retours. Il faut que l'entrepreneur soit prêt à travailler des matériaux de réemploi. Il faut que l'architecte s'adapte dans sa conception. Il faut aussi que le maître d'ouvrage puisse accepter que il sera pas exactement tout à l'avance sur plan ou sur modélisation comment ce sera. Donc il y a beaucoup plus d'allers-retours. Et du coup, ça fait émerger aussi des nouveaux moyens de collaboration comme les beaux teams ou les projets en design and build où on met vraiment tous les gens autour de la table dès le début. Et donc, c'est comme ça qu'on favorise aussi des dynamiques de réemploi. Ah oui, on veut vous montrer la vidéo du projet Mundo Louvain-Neuve. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ou vu ce projet, mais c'est un projet dans lequel ils ont poussé les logiques assez loin et qui résume, enfin qui reprend un peu chacun des enjeux qu'on a expliqués et qui montre que c'est possible d'y arriver, même si ça n'a pas été facile, ça a pris beaucoup de temps, beaucoup de travail, mais ils y sont arrivés.
Vous voulez connaître la valeur de votre voiture simplement et rapidement en ligne sur vendezvotrevoiture. Habillé de son bardage en peuplier, ce bâtiment de bureau situé à Louvain-la-Neuve est flambant neuf. Quoique, neuf, pas vraiment. Une bonne partie des matériaux et des équipements ont en réalité déjà vécu une première vie. Ici, ça a été très très loin, donc le réemploi a été utilisé même pour les éléments structurels. Donc on est sur une structure acier de réemploi, il y a 68 tonnes d'acier qui ont été réemployés. Mais pour cette construction, le réemploi ne se limite pas aux éléments structurels. Isolants, portes, sanitaires, carrelages, vitres et panneaux acoustiques, tous récupérés. Les luminaires sont aussi des luminaires de réemploi qui ont été relampés parce qu'à la base, c'était des luminaires assez énergivores. Donc, il y a des nouveaux tubes LED qui ont été mis à l'intérieur. Il y a les boîtes de sol qui sont aussi du réemploi. Le faux plancher qui se trouve sous les moquettes neuves qui est aussi en réemploi. Autant de matériaux et d'équipements trouvés sur des chantiers de démolition ou achetés auprès d'entreprises de réemploi, comme celle-ci, près de Charleroi. Vous voyez qu'ici, à l'extérieur, on a pas mal de sanitaires. Ce sera soit des lavabos, soit des WC, des urinoirs, des baignoires. Dans cet ancien entrepôt industriel, 350 références d'articles en bon état et réutilisables sont mises en vente. Du matériel récolté avant transformation ou démantèlement d'anciens bâtiments. On a tout un stock de portes. C'est un flux que l'on essaye également de développer. Donc, ce sont des portes à peindre principalement, ou alors des portes que l'on a conservées parce que ce sont des portes en bois de très bonne qualité qu'il serait dommage de jeter. Si on reprend les étapes de la chaîne de valeur habituelle, on démarre avec un inventaire réemploi qui permet d'identifier les matériaux effectivement orientables vers le réemploi. Et toutes les étapes entre l'inventaire et le marché sont nécessaires et doivent être abordées ensemble pour pouvoir construire un modèle économique réaliste. Donc tout est réemployable, c'est juste fonction du marché. À partir du moment où on arrive à le vendre, ça a un intérêt, mais si personne n'est là pour l'acheter, ça n'a pas d'intérêt. Le réemploi, une pratique vertueuse pour réduire l'usage des matières premières et les déchets. Une démarche que l'entreprise a mise en œuvre pour ses propres bureaux. Une nouvelle façon de construire, pas toujours simple à faire comprendre. Le bâtiment où on les a démontés, les goulottes étaient placées verticalement, c'est-à-dire que les prises étaient dans l'autre sens, avec des trous horizontaux. Et on a eu toutes les peines du monde à convaincre l'électricien que c'était autorisé et possible de mettre des prises avec des trous verticaux. Retour à Louvain-la-Neuve, dans le bâtiment de Mundo Lab. S'il est remarquable en matière de réemploi, la démarche a été plus loin. On a pensé aussi aux matériaux biosourcés, à l'énergie renouvelable, à la gestion de l'eau et à la mobilité. Avec des cloisons démontables facilement, on envisage également l'évolution du bâtiment, sa flexibilité. Donc ici, vous voyez que le bâtiment a été conçu suivant une trame de 2,70 m. Donc on la voit au niveau des châssis, au niveau aussi des cloisons de séparation et au niveau des techniques spéciales. Ça permet d'adapter le bâtiment plus facilement. Donc si un jour je veux venir placer une cloison à cet endroit-ci ou à cet endroit-ci, c'est tout à fait possible. Il y a toujours de la lumière naturelle, il y a toujours un ouvrant. Il y a de l'éclairage qui est prévu, de la ventilation, donc c'est juste des réglages au niveau technique à adapter. Dans cette logique plus globale de construction durable et circulaire, même le parking a été conçu en vue d'une réaffectation possible. Une vision nouvelle de la construction rendue possible grâce à la complicité entre le maître d'ouvrage, le concepteur et les entrepreneurs. Vous aussi, vous voulez construire autrement ? Le réseau des facilitateurs en construction durable et circulaire peut vous aider. N'hésitez pas à le contacter. Donc voilà, c'était un projet qui synthétisait bien les différents éléments qu'on a bien. Donc du coup, après avoir parlé des enjeux et vous avoir présenté les différentes, on va dire, parfois des contraintes, mais ce projet déjà montre que c'est possible de quand même faire du réemploi à grande échelle. Oliver va vous présenter un peu le paysage du réemploi parce qu'il y a quand même déjà pas mal d'initiatives qui existent et des choses qui se font. Merci. Donc vous voyez les cloisons vitrées qu'on a vues en photo juste avant, ou la moquette, ou les sanitaires, ou même les faux plafonds du chantier que j'ai pris en exemple, on finit dans ce bâtiment-là, quoi.
Donc c'est agréable pour nous en tout cas de voir le résultat final quand on passe du temps à vraiment essayer de bien préserver tous les matériaux. Même par exemple les cloisons vitrées, on ne pensait pas les réemployer et Mundo ne pensait pas mettre en œuvre des cloisons vitrées de réemploi, mais on a réalisé que ça pouvait être possible, donc on l'a fait. Le paysage de réemploi, on va le présenter succinctement, mais c'est quand même important de le citer. Si vous voulez vous informer un peu plus sur le réemploi, il y a des tonnes de documentation qui sont disponibles sur Internet, mais une source d'information incontournable, c'est le projet FCRBE dans lequel il y a une multiplicité de fiches matériaux qui va détailler la manière de démonter les qualités, la manière de réusiner certains matériaux. Il y a des stratégies de prescription, par exemple, pour faire des marchés publics, des guides d'accompagnement par corps de métier, par exemple les entrepreneurs généraux, les couvreurs, les finisseurs, les menuiseries pour les démolisseurs ou pour ceux qui font de l'infrastructure. Il y a des méthodologies diverses qui sont présentées, notamment comment faire un inventaire réemploi et comment faire un bon reporting sur un projet. C'est pas toujours facile de dire tel taux de conservation du bâtiment, tel taux de récupération, tel taux de réemploi. Voilà, et il y a une tonne d'études de cas. Il y a vraiment, ça c'est un très bon point de départ pour vous informer. Un exemple de matériel sheet, c'est pour une porte, par exemple, on voit le type de porte, ils reprennent même le vocabulaire de base, comment faire les bains pour enlever le traitement de surface de la porte ou les réusiner. Il y a des indications même sur le prix en fonction des portes et ils vous orientent vers des manuels, par exemple, de démontage, comme ceux qu'a réalisé ConstruCity, qui me mène au sujet suivant. ConstruCity, ils ont fait un chouette outil didactique qui s'appelle matériothèque.brussels. On a typiquement une maison bruxelloise. C'est interactif, donc si on clique sur le salon, on arrive dans le salon. Assez logique. Et alors, de là, on peut aller cliquer sur les châssis, sur le parquet, sur le mobilier. Voilà. Et puis alors, ça nous mène, par exemple, à une fiche comment démonter un parquet. Ou comment le valoriser. Donc ça, c'est c'est une chouette source d'information pour vraiment réfléchir au cas pratique, comment récupérer des matériaux. Il y a toute une diversité d'acteurs. Ici, je vais vous présenter les plateformes physiques. On en a déjà parlé, il y a le Cornermat. Donc nous, on est à Charleroi, on a fait récemment le rachat d'une structure qui est spécialisée dans le réemploi de châssis et de menuiserie extérieure. Donc, il y a un stock de 500 à 1000 châssis qui sont disponibles là-bas. Et du coup, on a une boutique en ligne. On a Bâtiterre à Bruxelles qui sont assez similaires à nous dans le sens qu'ils sont aussi en économie sociale. Ils ont aussi une boutique en ligne. Eux sont à Bruxelles de base et se développent à Liège. On a Rotor qui a été créé à la base par un collectif d'architectes. On sent aussi la différence de marque. C'est souvent plus des produits un peu plus haut de gamme sur Rotor. Eux sont bien implantés à Bruxelles et sont à l'origine avec d'autres acteurs du projet FCRBE dont je vous ai parlé. Il y a une boutique en ligne que vous pouvez consulter. À Lille, parce qu'il faut bien parler de la France aussi, on a le Zerm qui a une boutique en ligne. C'est un peu similaire à Rotor, en tout cas dans l'aspect esthétique. C'est aussi créé par un collectif d'architectes à la base. On a Réempro qui est aussi basé à Lille. Eux viennent aussi plus du paysage des déchets comme Retrival. Une boutique en ligne. Ils se développent à Bruxelles. Et alors, Cycle Up, ceux qui ont fait l'étude sur les cours que je vous ai résumés dans cette présentation, eux sont basés à Paris et il y a toute une série d'autres services qui proposent à côté de leur offre de réemploi. Baticycle aussi à Paris. Eux sont également en économie sociale. Et alors, pas très loin d'ici, on a Tournai, la Matériothèque, qui, eux, c'est uniquement de la vente sur place. C'est aussi un centre de formation et d'insertion socio-professionnelle. Eux, c'est plus comme une ressourcerie, mais spécialisée dans les matériaux de réemploi. Donc voilà. Et alors, dans les plateformes digitales, l'idée des plateformes digitales, au final, c'est d'avoir
une sorte de visibilité en ligne, mais de mettre en contact les acheteurs, les demandeurs et pardon, ceux qui offrent des matériaux de réemploi et ceux qui en demandent. Donc, globalement, c'est surtout un annuaire de fournisseurs et de repreneurs de matériaux de réemploi qui ont différents niveaux de spécialisation. Donc, quand on va faire du réemploi ex situ, mais en flux tendu, donc flux tendu, on va directement du chantier A au chantier B, on va typiquement consulter l'annuaire Opalis pour appeler. On a la liste de matériaux et on appelle où on écrit un maximum d'acteurs pour savoir qui veut bien reprendre ou même racheter certains matériaux. Et puis alors on allait voilà. L'annuaire, on voit qu'il y a vraiment une foule d'acteurs. C'est pas que sur la Belgique et la France, il y a aussi l'Angleterre et les Pays-Bas. Et alors il y a donc ça c'est voilà les fournisseurs des fois un peu plus spécialisés. On va avoir ceux qui vont reconditionner vraiment des cheminées, des vieilles cheminées en père naturel par exemple, ou ceux qui sont spécialisés dans des escaliers, dans les briques. C'est vraiment plus spécialisé. Ce sont souvent des filières plus matures et stables. Et alors, il faut quand même le citer, d'autres structures qu'on connaît peut-être un peu plus comme Deuxième Main ou une marketplace Facebook ou Le Bon Coin il y a quand même un certain flux de matériaux de construction qui transite par là. Et alors, on a les plateformes de vente aux enchères. Pour faire succinctement, en Belgique, on a Advitam Material, qui est un réseau des acteurs du réemploi en Belgique. Il y a beaucoup d'informations sur leur site web, vous pouvez aller directement là. Et alors en France, on a le Booster du réemploi. Ils ont des programmes d'accompagnement pour effectuer du réemploi et toute une série d'ateliers, de visites et de plateformes en ligne. C'est vraiment une bonne ressource pour voir vraiment quels sont les acteurs actifs dans les régions respectives. En parallèle de ça, on a aussi le syndicat des professionnels du réemploi des matériaux de construction en France qui défendent en fait les droits de ces acteurs. Il y en a de plus en plus et donc ils ont des intérêts à défendre. Et voilà, on arrive à la fin de la présentation. Et du coup, on va vous demander, vu qu'il y aura encore d'autres conférences, s'il y a des sujets en particulier que vous voulez qu'on traite pour les prochaines fois, parce que le projet dure quand même 4 ans, donc on aura encore l'occasion éventuellement de se revoir. Et alors, vous aurez l'occasion aussi de poser vos questions et nous d'y répondre. Du coup, on va faire rapidement à nouveau le book clap. Les gens puissent se connecter ou pas? Hop, vous pouvez vous connecter en espérant que ça passe. Je pense que ça ira. Attends, parce que là, Oh. Ou alors tu le mets en parallèle. Ah ouais. C'est bizarre, comment ça se fait que ça se met en... Ok, mais donc on a quand même déjà pas mal de réponses. On voit que le sujet conception réversible en vue du réemploi vous intéresse particulièrement, sans grande surprise. Inventaire réemploi. Filière de valorisation, donc là c'est vraiment spécialisé plus les matériaux par matériau, comment les conditionner ou pas. Commande publique et clause circulaire, comment outiller les différents acteurs pour faire des cahiers des charges. Assurabilité et emploi, la question d'assurance, surtout avec les matériaux structurels, sont assez importantes. Et on ne l'a pas mis en tant que tel, mais il y a un ensemble de visites éventuellement de chantiers ou de chantiers-écoles qui pourront être faites, auxquelles on vous invitera à participer. Évidemment, ça dépend beaucoup des opportunités qu'on a pour faire visiter le chantier.
Ouais. Mais du coup, clairement, le grand sujet gagnant, c'est conception. Et en fait, si vous avez des questions à nous poser en live maintenant, on peut aussi y répondre. Pas de questions. Si pas de questions, pas de questions, mais... Ah, pardon. Ah, super. Ah, je peux pas. Bonsoir. Par rapport à la réutilisation de tout ce qui est matériaux béton, etc., comment est-ce qu'on... Ah, vous entendez pas? Tout à l'heure, vous parliez de réutilisation des matériaux, enfin, c'est un peu le principe de la conférence, mais par rapport aux matériaux du genre béton, etc., comment est-ce qu'on peut connaître leurs propriétés mécaniques après le réemploi? Donc, si on a des poutrelles qu'on aimerait bien réutiliser, ou des poteaux, ou même des coffres, etc., qu'on aimerait réutiliser en fond de coffre, etc., comment connaître à l'avance les futures propriétés mécaniques du matériau une fois réemployé? Alors, tu as cité beaucoup de différents matériaux. Vous m'entendez ou pas? Ouais. Par exemple, si on parle du béton, ou même simplement d'une poutre en bois, on a des tests. Alors, ils peuvent être destructifs ou alors non destructifs. Alors, une poutre en bois, typiquement, on peut la faire sonner pour voir si elle résonne et si elle n'a pas de fissure. Donc ça, c'est des tests non destructifs. Ou sinon, on va pouvoir prendre un échantillon de matériaux et dire, ben, 3 poutres sur les 100 poutres qu'on a, on va leur faire un test de pression mécanique pour voir après quel niveau de force elles vont en rupture. Même chose, par exemple, avec des tuiles, c'est tout bête, mais des tuiles en argile, on dit qu'on va les faire sonner. Donc, on donne un petit coup sur la tuile et si on entend un petit son clair, on sait qu'elle n'est pas fissurée. Et voilà. Pour les isolants, à Bruxelles, il y a la SBL La Rue et Casablanco qui sont en partenariat pour tester des isolants, par exemple. Et donc, ils ont développé une machine, un sorte de gros cube comme ça, dans lequel on met l'isolant et on va mettre une source de chaleur d'un côté et voir de l'autre, qu'est-ce qu'on récupère comme chaleur. Donc ça, c'est le genre de test qu'il y a. Après, vous voyez déjà tout le coût que ça représente de démonter les matériaux. Au plus il y a de tests à faire, au plus du coup ça augmente le coût d'un matériau de réemploi. Donc voilà. Et pour compléter, si c'est par exemple là dans le projet Moondle ou un œuvre, on a vu, ils ont réutilisé, la structure est faite en poutre en acier de réemploi. Mais dans ce cas-là, en fait, il y a des tests, je veux dire, dans des organismes scientifiques, techniques de requalification des propriétés techniques des matériaux. Et il y a Buildwise qui est du coup, avant ça s'appelait CSCC, donc qui est le Centre scientifique et technique de la construction, qui travaille aussi sur ces questions-là et qui essaye de développer des tests. Mais c'est sûr que si on veut réutiliser un matériau pour tout ce qui est structurel, en général, il faut passer par une requalification. Et donc, c'est une question de coût et de à quel point... voilà. Mais clairement, dans ce cas-là, en général, on doit refaire une requalification. Qui supporte le coût du démontage? L'acheteur potentiel ou celui qui fait démonter? Celui qui fait démonter. Alors, c'est un problème auquel Retrieval fait face souvent, c'est que, alors on a des gens qui nous disent, venez prendre nos matériaux gratuitement. Donc, c'est vrai qu'il y a de la valeur dans les bâtiments et dans nos poubelles, si je peux dire, dans notre déchet. Mais des fois, ça va tellement loin que les gens sont persuadés qu'ils ont de l'or dans leur bâtiment et que on va pouvoir revendre leurs matériaux et couvrir nos frais logistiques de main d'œuvre et tout ça. Et donc, nous, on vend un service de curage comme un service de curage normal. Et en plus de ça, à côté, on fait l'effort, disons, de maximiser le réemploi.
Donc, je dirais que c'est en partie couvert, enfin, pris en charge par Etrival, disons par le déconstructeur, parce que c'est beaucoup plus simple et beaucoup moins cher de faire de la démolition pure et dure, et en partie, des fois, par disons, le propriétaire du bâtiment qui va demander la démolition. Donc, voilà. Moi, j'ai une question qui n'est pas sans lien avec la question qui a été posée précédemment. C'est, avez-vous des chiffres sur les quantités, les 385 tonnes de déchets? Est-ce qu'elles proviennent essentiellement de la déconstruction structurelle ou de parachèvement? Quel est l'impact de l'un sur l'environnement par rapport à l'autre? Parce qu'effectivement, je pense qu'un frein du réemploi, c'est la responsabilité. Les architectes ont une responsabilité décennale, hein, cette sacro-sainte responsabilité. La caractérisation dont vous avez parlé, certes, est intéressante, mais derrière, qui la certifie pour obtenir des normes équivalentes, BNOR, NBN, etc., qui reste, je pense, une des inquiétudes de tout auteur de projet. Et je pense que c'est un frein considérable à l'utilisation, au réemploi dans la construction. Alors, pour répondre à la question de la proportion des 380 millions de tonnes, moi, je n'ai pas la réponse exacte. Je ne sais pas si Amandine, tu l'as. Ce qui est certain, c'est que le béton, l'acier et le verre, à eux trois, représentent la grande majorité de l'impact environnemental et aussi de la masse des matériaux, des déchets de construction. Pour ce qui est, par exemple, si on prend l'exemple du béton qui est recyclé et pour être réemployé, je pense qu'il subit des certifications comme tout autre matériau de construction avec un label recyclé. Après, la difficulté derrière, c'est de faire un béton, de trouver les bonnes matières premières pour refaire un béton qui a une qualité équivalente. Je pense que on ne refait pas un béton, donc les bétons de la plus haute qualité, on ne refait pas des bétons de très très haute qualité à partir de béton de réemploi. Après, moi, je ne suis pas spécialiste sur la question, mais en tout cas, pour tout ce qui est structurel, on ne passe pas à côté de toutes ces questions d'assurance et de responsabilité parce que c'est très propre au structurel, en fait. Peut-être pour te compléter, quand on prend des anciens bétons pour les réutiliser, généralement on les retransforme en agrégats. Donc c'est plutôt du recyclage. Oui, c'est ça, oui. Et dans la part environnementale du béton, c'est le ciment en fait qui a un poids très très lourd. Oui. Et ça, à moins de changer le ciment, de faire des bétons de terre, on va y arriver. Hein. La solution, le ciment sera toujours environnementalement très lourd. Voilà, mais d'où la nécessité de changer les mentalités et de faire de la conception qui est flexible ou qui est compatible avec le réemploi. Pour ce qui est structurel, il y a beaucoup le développement de tout ce qui est CLT. Donc, ce sont des panneaux de lamelés collés, en fait, et qui font des grandes surfaces de matériaux structurels à partir de bois qu'on peut réemployer et qui sont plus facilement valorisables par la suite et même qui sont puits de carbone plutôt que émetteurs de carbone. Ben voilà, et on peut en parler pendant des heures. Et aussi par rapport à la question, si je ne me trompe pas, à nouveau sur le projet Mundo, en fait, j'ai eu la chance de rencontrer la personne qui a été derrière le projet il me semble que du coup, ils ont fait les tests via le CCC pour les poutres et que ça a été enfin, je ne sais pas c'est quoi le terme, mais qu'en tout cas, SECO, l'organisme, je ne sais pas c'est quoi le terme exact, mais de certification, a validé la procédure. Et donc, du coup, je veux dire, tout le monde est safe par rapport à sa responsabilité grâce à ça, quoi. Donc, mais après, c'est un processus qui a pris du temps et qui a aussi coûté de l'argent. Et clairement, ça leur a coûté plus cher de faire la structure en acier de réemploi qu'en acier pas de réemploi. Donc, voilà. Et en Belgique, actuellement, ils sont en train de voir pour certifier les méthodes de démontage plutôt que, disons, du coup, le processus de production. Parce que du coup, les matériaux neufs, ce sont les processus de production qui sont certifiés avec
avec des lots et des contrôles tous les X. Ici, l'idée, c'est de certifier, dire, OK, si une brique, on l'a démontée d'une telle manière, qu'on l'a nettoyée d'une telle manière et qu'on ne l'a pas stockée dans des mauvaises conditions, elle sera de toute façon bonne pour le réemploi. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Voilà. Ok. En fait, je voulais demander, dans le cas où un matériau, il aurait du coup un souci technique, qui va être responsable après? Si, mettons, le bâtiment il s'écroule à cause d'un matériau de réemploi qu'on a utilisé, est-ce que c'est l'architecte? On a parlé de la responsabilité décennale des architectes. Il me semble souvent, il y a moyen de faire toute une présentation rien que sur l'assurabilité des matériaux, mais l'entrepreneur et l'architecte se partagent d'une certaine manière la responsabilité sur ceux qui mettent en œuvre. Et quand on parle du coup de responsabilité décennale, le bâtiment pendant 10 ans est sous la responsabilité de l'architecte, et d'où l'obligation de prendre une assurance pour après. Ouais, j'allais dire Isabelle. Oui. Alors, du coup, c'est sûr que du coup, après, disons qu'il y a un défaut dans un matériau. L'architecte va pouvoir remettre la faute sur le fabricant du matériau. Alors, il y a des obligations de garantir les matériaux par l'Europe pour minimum 2 ans, si je ne me trompe pas, 1 an ou 2 ans. Après, entre le moment où on l'achète et le moment où on le met en œuvre, du coup, la garantie a vite fait de sauter. Donc, des fois, ça peut être difficile. En Belgique, il y a un flou autour de ça qui, en France, c'est un peu moins flou. Eux vont parler de techniques courantes et de techniques non courantes. Et donc là, il y a un organisme comme MBuild, si je ne me trompe pas, ou Buildwise, qui vont dire un mur, si on le monte comme ça, de cette manière-là, il est OK. Et du coup, avec les matériaux de réemploi, ils sont en train d'essayer de développer, de faire rentrer les matériaux de réemploi dans les techniques courantes. Voilà. En fait, en Belgique, il y a un flou par rapport à ça. Il y a un projet qui s'est intéressé plus en profondeur justement en question d'assurance et de réemploi. La conclusion, c'est que c'est une zone floue. Et comme Oliver vient de dire, en France, c'est déjà un peu plus cadré. Et donc, quand quelqu'un, un architecte ou un entrepreneur veut utiliser des matériaux de réemploi, il est censé le notifier à son assurance. Donc, il doit à chaque fois faire la démarche. Et en fonction du type de matériau, les conséquences ne sont pas les mêmes. Donc, là, on parle effectivement de quand on réemploie du structurel. Voilà. Mais il y a plein de choses qui peuvent être en réemploi qui ne sont pas structurelles et qui, du coup, n'ont pas le même impact. Mais on va dire... la façon de faire pour l'instant, c'est en France de le mentionner à son assurance parce que c'est de toute façon une technique non courante. En Belgique, quand c'est structurel, dans tous les cas, vous allez aussi mentionner à votre assurance et il va avoir des tests de performance technique et ça va être recertifié normalement par SECO. Et du coup, dans ce cas-là, vous serez couvert. Mais c'est sûr que remettre en œuvre une poutre en acier sans avoir fait recertifier les performances techniques, sans avoir rien fait, si ça tombe, ça va se tomber sur... Ouais. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas se focaliser sur la structure. Le réemploi, 1%, si on arrive à 15%, 30%, 40%, la structure n'est pas nécessairement impactée. Donc, pensez au bâtiment que vous allez faire pour la fac. Si vous voulez faire du réemploi, je pense que ce n'est pas vraiment la structure qui pose problème. Si vous avez des problèmes pour remonter les niveaux, là, vous aurez peut-être des poutres en acier qui seront neuves. Mais donc, je pense que la garantie sur un bâtiment qui s'écroule, je pense qu'elle est vraiment limitée à vouloir utiliser 100% de matériaux recyclés, ce qui n'est pas le cas. C'est pas ça qu'on recherche, j'imagine. Au départ, c'est augmenter la part de matériaux de réemploi. Et donc, ça peut être des parachèvements, ça peut être de la finition, ça peut être des sanitaires, l'électricité, etc. Où là, ta garantie, ta responsabilité est bien moins impactée. Et à mon avis, une des solutions, c'est de coupler une structure flexible, une structure qui permet par la suite d'évoluer dans la fonction qu'on va y mettre,
et de travailler avec du réemploi dans les matériaux qu'on va utiliser pour changer de fonction. Et à ce moment-là, si la structure reste en place et que les matériaux, eux, vont être changés, mais réemployés, à ce moment-là, ça sera déjà, en tout cas, on n'arrivera pas au 100%, mais si on pouvait grappiller des pourcents, ça serait pas mal. Et si je peux compléter, le meilleur réemploi, c'est le réemploi du bâti. Donc, c'est déjà partir d'un bâti existant et de le transformer plutôt que vouloir construire du nouveau avec des matériaux qu'on a été démontés ailleurs. Donc, ça, c'est la première démarche environnementale. Plus de questions? Je ne sais pas, s'il n'y a pas d'autres questions, on peut tout doucement clôturer. Je voulais juste vous préciser, donc le projet renversé, c'est la rénovation efficiente vers la circularité, projet de 4 ans. Donc il y a aussi efficiente dans le projet, donc il y a toutes ces questions de réemploi sur lesquelles on va faire un focus, mais on va aussi approcher toutes les techniques de construction et rénovation durable. Donc on va vous proposer des formations de ce type-là, mais surtout nous ce qu'on veut, c'est vous créer un réseau avec des professionnels et vous mettre les mains à la pâte. Donc, on va avoir, dans le cadre du projet, des workshops, on vous l'a dit. On va aussi avoir des salons qu'on va vous dédier dans les écoles avec des professionnels du secteur qui seront là pour dialoguer avec vous. Mais surtout, on a un chantier école. Donc, c'est un bâtiment classé qu'on va entièrement rénover en éco-sourcé, biosourcé et en réemploi. Et dans lequel on va vous proposer très régulièrement de venir faire une semaine de chantier. Donc ça va être pendant 4 ans. Si vous voulez être tenu informé des possibilités, parce que c'est pour vous, mais c'est aussi pour les professionnels du secteur et pour toute personne qui veut y participer, on va vous envoyer le support de présentation. À la fin, on va mettre les liens vers nos réseaux sociaux et vous verrez les informations au fur et à mesure qu'elles sortent si vous nous suivez. Donc voilà, j'espère que ça vous intéresse. C'est à vous que c'est dans vos mains que demain est là. Donc réfléchissez à ce que vous faites. Merci à tous.